c'est le podcast le plus improbable qui puisse exister aujourd'hui sur YouTube parce que je t'ai rencontré dans la rue, je t'ai arrêté parce que tu roulais en Porsche et au final, on a fait une vidéo ensemble. J'ai appris que juste avant ça, t'étais au RSA, que t'as mangé au Resto du Cœur, qu'en plus de ça, t'étais champion de boxe thaï. Ton rêve à l'époque, c'était de pouvoir gagner 3 000 € par mois. Aujourd'hui, tu peux faire jusqu'à 30 000 € par mois. Les gars, j'ai l'honneur aujourd'hui d'être avec Greg. Et Greg, pour commencer, je vais te demander, mais c'est quoi ton rêve maintenant ? Maintenant, mon plus grand rêve, c'est, avant de mourir, j'aimerais léguer à mon fils 1 million d'euros. Ah là 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 là. Et t'imagines commencer sa vie avec 1 million d'euros ? C'est vraiment pas mal. Bah, quand je vais mourir, je pense qu'il commencera pas sa vie. Ouais, commencer la vie active, bon, quoi. La vie active. Après, déjà là, tu sais, j'apprends beaucoup tu sais, des fois, il va investir avec moi dans des trucs et tout. Je l'apprends à se lancer dans le business, quoi. Je veux pas qu'il aille travailler pour quelqu'un. Il a quel âge ? Il a 12 ans. Ah ouais, déjà. Il a 12 ans, tu sais que je pourrais déjà le prendre avec moi dans des mariages et tout. Enfin, il fait les photos, nickel. Il veut être photographe animalier plus tard. Ok. C'est juste que bon, il est trop petit, puis par rapport aux clients, j'aurais un peu honte que ce soit un enfant qui vienne faire les photos, tu vois. D'accord. Mais il pourrait déjà le faire, tu vois. Mais c'est incroyable, ça. Ouais. Ok. Bah déjà, félicitations pour ça. T'es passé par des épreuves assez douloureuses. Mais avant de parler de tout ça, moi, il y a un truc qui m'interroge là, parce que même les gens, ils vont se dire, mais c'est quoi le truc de champion de boxe thaï là, qui vient se mettre entre les deux ? Raconte-nous un peu ça. Eh ben, j'aimais la bagarre quand j'étais jeune, en fait. C'est vrai que j'étais un petit bagarreur à l'école. Ok. J'aimais bien ça. Et puis, la boxe thaï, en fait, quand t'étais jeune, maintenant un peu moins, maintenant c'est le MMA qui a pris le dessus, mais la boxe thaï avant c'était le top du top, tu vois. Et c'est la bagarre, c'est ce qui rapproche le plus de la bagarre, la vraie bagarre, tu vois. À part au sol, t'avais droit à tout, quoi. Saisie, corps à corps, coude, genou, à distance, t'avais droit à tout. Balayette, high kick dans la tête et tout, tu vois, coup de coude retourné en pleine tête. Ok. Et ça me faisait de l'œil depuis longtemps, en fait. Mais il y avait personne qui voulait venir avec moi à la boxe. J'ai commencé tard en plus la boxe, parce que j'ai commencé quand j'habitais dans le sud, donc j'ai commencé tard, j'aurais pu commencer plus jeune. Et en fait, il y avait un club de boxe thaï dans le sud où j'habitais, et je voulais m'y mettre, mais personne ne voulait venir, donc je voulais pas y aller tout seul et tout. Puis un jour, je me suis dit, bon allez, j'arrête d'attendre après les autres, j'y vais. J'ai franchi la porte du club. Vince, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, d'ailleurs, je lui avais parlé que je ferais peut-être un podcast avec lui, parce que lui, il a un parcours de vie atypique aussi, incroyable. Ouais. Il vient du Laos, il a grandi en Thaïlande et tout, tu vois, c'est un vrai gars de là-bas. Il a consacré sa vie à la boxe thaï, et il a jamais rien fait d'autre, quoi. Il travaille pas, il fait que du muay thai tout le temps, quoi. Ok. Et lui, quand j'ai commencé la boxe, il avait déjà passé 50 ans, et les petits jeunes de 20 ans, avec les mecs KO, tu vois. Et encore il y a quelques années, tu vois, il y a peut-être 60 ans maintenant, tu vois, il faisait un combat pro en Belgique, tu vois, contre un jeune de 20 ans, tu vois. Il a perdu, mais respect, tu vois. Ah ouais. Et bref, je pousse la porte de là-bas, je rentre dans le club, et premier ou deuxième cours, je prends un coup de genou dans les côtes cassé. Du coup, j'arrête et salut. tout. Hop, j'arrête. Normalement, 2 mois d'arrêt. Au bout d'un mois, j'avais envie d'y retourner, tu vois. Ouais. Je me suis pas arrêté sur ça quand même, tu vois. Et en plus, moi, je me sentais chaud parce que tu vois, j'aimais bien la bagarre et j'étais fort quand même, tu vois. Je me sentais fort à la bagarre. Ouais. Sauf qu'en fait, là-bas, j'ai découvert que j'étais une merde, en fait, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu vas dans un club comme ça, tu te rends compte que les mecs, en fait, la bagarre, c'est pas juste se taper sur la gueule, tu vois. C'est vraiment super technique. Et c'est minutieux, mine de rien. Ah bah clairement, si tu tapes comme dans la rue, ben voilà, tu finis avec une côte cassée. Du coup, j'y retourne un mois après, parce que j'avais plus mal, normalement je devais attendre 2 mois, j'y retourne, je reprends un coup recassé. Là j'attends 2 mois cette fois-ci, tu vois. J'y retourne et après, en fait, j'ai plus jamais arrêté pendant 10 ans, tu vois. Et tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, t'as dû faire preuve de persévérance, tu vois. J'étais motivé. T'étais motivé. Je déteste les échecs, tu vois. Moi, je suis un gagnant, tu vois. Je veux pas perdre. Même au jeu, tu vois, je suis un mauvais perdant. Ok. Et je veux gagner, tu vois. Je ferai tout pour gagner. Après, si vraiment je vois que c'est vous à l'échec, j'abandonne quand même, tu vois. Je suis pas non plus. Ouais, à un moment, tu dis bon, c'est bon, tu vois. Là, toutes les cotes, elles y sont passées. Faut peut-être arrêter, là. Je suis peut-être pas fait pour ça. Ok. Mais au final, tu vois, j'en ai fait pendant 10 ans. Après, je suis revenu dans le Nord. Je déprimais pendant quelques années. Du coup, j'avais arrêté. J'avais mis ça de côté pendant au moins 1 an et demi. J'ai repris dans un club là à Bouchain, et c'est dans ce club-là que j'ai été champion du monde et tout. J'ai même eu la médaille de la ville de Bouchain, j'ai eu un courrier du ministère des Sports, machin, tout, tu vois. Et c'est incroyable le truc, hein. Ah, c'est pas mal, hein, t'as vu. Tu nous as ramené dans un endroit, les gars, c'est un truc de ouf. Moi, je suis arrivé,
Je suis resté 5 minutes à regarder parce que tellement c'est beau. Donc déjà, merci beaucoup de me recevoir dans ton studio. De rien, ça fait plaisir. Et puis du coup, tu t'honores l'endroit, parce qu'au final, c'est toi qui fais le premier podcast ici, quoi. Trop bien. Trop bien. Bon, bah écoute, en tout cas, moi je suis content. J'ai plein de choses à te raconter. Dans ce podcast, on va apprendre à se découvrir. Hein, ouais. Parce qu'en fait, on s'est vu une fois. La première fois, on a fait un tour dans ta voiture. On a discuté et tout. C'était génial. Donc, toi déjà, juste pour commencer, comment est-ce que tu pourrais te décrire voilà, si on doit parler de toi, tu dirais quoi? Je dirais quoi si on parle de moi? Bah déjà, souvent, quand je raconte ma vie aux gens, ils me disent qu'avec ma vie, on peut faire un film. Ok, d'accord. Donc je sais pas. En tout cas, moi, tellement ma vie est compliquée, j'avoue, je m'aventurerais pas à faire un film. Pourtant, j'ai fait des courts-métrages et tout, mais je crois que je m'en sentirais pas à faire un film avec ma vie, je crois. Mais sinon, après, bah, je pense que... Sans me lancer des fleurs non plus, hein, je pense être une bonne personne. J'essaie de faire de mon mieux, en tout cas, autour de moi. Et puis, bah, de m'entourer que de bonnes personnes, ça c'est important aussi. Ok. Et puis voilà, quoi, je fais ce que je peux pour m'en sortir. Ouais, ok, tu as quel âge? J'ai 37 ans. 37 ans, ok. Ouais. Et t'es originaire d'où? Alors moi, je suis né à Maubeuge. Donc je suis né à Maubeuge. Après, souvent on dit que je suis un gitan aussi parce que j'ai pas mal déménagé. Ok. Donc mes parents sont divorcés, j'étais très jeune. Et après, je suis parti avec ma mère et ma petite sœur sur Fény. Du coup, je suis né quand je suis né, j'habitais la Longueville. J'ai fait Maubeuge, j'ai fait Aumont, j'ai fait Fény, j'ai fait Jeumont. Je sais pas si tu connais un petit peu le secteur là-bas. Pas trop, mais pas trop. J'entends juste plein de villes différentes. Après, je suis parti sur Paris, banlieue parisienne, 78, Bois d'Arcy. Après, je suis revenu du côté d'Avesnes-sur-Helpe. Et après, je suis parti dans le sud. Et après, je suis revenu ici, là, il y a 10 ans. Ok, d'accord. Et dis-nous, tu fais quoi dans la vie? Bah là, aujourd'hui, du coup, j'ai une entreprise dans l'audiovisuel. J'ai aussi une association qui prend des stagiaires, qui fait découvrir des jeunes le métier de cinéma, du cinéma, donc les différents métiers. Tout ce qui est cadrage, montage, étalonnage, plein de choses, le son, prise son, micro et tout. Ok. Et aussi, on fait participer des personnes en situation de handicap, on fait pas mal de choses, vraiment. On fait des clips dans des maisons comment dire, des maisons de personnes qui ont eu des accidents de la route, des trucs comme ça, et qui veulent se remettre en forme. Ouais, on fait pas mal de trucs avec l'association. Et du coup, aussi, mon entreprise XZ Production, du coup... audiovisuel, donc photos, vidéos, des clips de musique, beaucoup de films de mariage, des films d'entreprise, puis le podcast. Ouais. Je fais pas mal de choses. Après, je loue des photos booths, tu vois, je fais des feux d'artifice. Ah ouais, d'accord, ok. Je loue des voitures. Ouais, en fait, t'es un débrouillard, quoi. Ouais. C'est, voilà, tu touches à plein de choses. Vraiment, partie de rien, tu vois. Au début, je faisais juste photos, juste vidéo. Après, j'ai fait photo, vidéo. Après, j'ai fait... tous les ans, j'essaie de rajouter des trucs en plus. Là, le studio, tu vois, c'est tout nouveau. C'est cette année que ça va... que je lance le truc, tu vois. Ok. Et tous les ans, j'essaie de faire quelque chose en plus. Ok. Et donc, si on est là aujourd'hui, c'est parce que ton parcours, il est atypique. Dans le sens où, voilà, t'as vécu pas mal de choses. Donc, aujourd'hui, t'es à ton compte, t'es entrepreneur. Enfin, voilà, c'est multipreneur. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Donc, tu fais plein de choses. T'es passé par des épreuves difficiles dans ta vie. Des épreuves très compliquées. On va dire même que... Je me permets de le dire, hein, mais que tu as touché le fond à un certain moment. Et puis là, aujourd'hui, je t'ai rencontré parce que tu roulais en Porsche Macan. Donc... Macan S. Macan S. Essence. Macan S Essence. Donc là, on est là justement pour pouvoir inspirer des gens, peut-être, qui vont se reconnaître à travers ton histoire, qui ont vécu peut-être la même chose ou qui sont en train de vivre la même chose. Et j'espère qu'aujourd'hui, en cette nouvelle année qui commence, eh ben, tu pourras inspirer pas mal de personnes parce que tu as réussi à faire quelque chose que peu de gens ont réussi à faire, mais comme quoi c'est possible de le faire. Et c'est pour ça qu'on va essayer de décortiquer tout ça aujourd'hui dans ce nouveau format de podcast. Bah super, c'est parfait. Donc du coup, est-ce que tu peux nous raconter, on va rentrer directement dans le vif du sujet, quel est le pire truc que tu as déjà vécu dans ta vie aujourd'hui? Le pire truc que j'ai vécu dans ma vie, c'est la maman de mon fils qui est décédée. Ça, c'est la pire chose qui m'est arrivée. Et c'est aussi ça qui m'a fait prendre conscience de plein de choses. Qui m'a fait prendre conscience que qu'on n'a qu'une vie et que tout peut arriver d'une minute à l'autre. Et qu'au final, du coup, il faut se donner à fond pour vivre heureux, quoi. Que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours. Et qu'il ne faut pas s'embêter avec des personnes qui vous veulent pas votre bien, en fait, tout simplement. Ok. Et donc, raconte-nous un peu à cette période-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était ta situation? Tu travaillais pas? Ouais, en fait, déjà, mon fils, quand je l'ai rencontré, j'étais jeune, j'avais 18 ans, je travaillais à la chaîne à Toyota. Et puis, en fait, je l'ai rencontré, grâce à elle, quelque part, ma vie, elle a changé, parce qu'au final, j'ai changé aussi grâce à elle.
Et on est partis vivre ensemble dans le sud. Après, on a eu notre enfant, notre fils dans le sud. Et on avait une belle vie, je vais pas me plaindre. On avait un bon travail et tout. On travaillait tous les deux. Après, comme tout le monde, tu sais, CDI, 1500 balles par mois. Et puis, on s'en sortait, on était heureux quand même, tu vois. Après, voilà, c'est passé tout ce qui s'est passé. Et puis, quand je me suis retrouvé tout seul avec mon fils, après, il a fallu revenir dans le Nord. Parce que j'avais de la famille ici. Et puis après, finalement, ma famille est repartie, donc on s'est retrouvé tout seul quand même ici. Ok, mais alors pourquoi t'as déménagé? Parce que là-bas, t'avais une stabilité quelque part, même si t'as perdu ta femme à ce moment-là. Mais donc là, tu quittes ton job Ouais, je quitte tout. Tout ce que j'ai là-bas, je quitte tout pour revenir dans le Nord. Et en fait, j'étais déprime totale. Et du coup, quand tu déprimes, des fois, tu prends des décisions qui te ressemblent pas. Ouais. Et tu fais des choses que après tu te dis, j'aurais su, je serais resté. Ou j'aurais su, je serais resté dans le Sud, ou j'aurais continué là-bas. Mais bon, après c'est la vie, c'est comme ça, il faut pas regretter ses choix. Je suis revenu et au final je regrette pas parce qu'aujourd'hui j'ai lancé tout ça, ça marche, je l'aurais jamais fait avant, tu vois, au final tout ça. J'aurais continué dans ma vie de travailler, d'employé, et je me serais jamais lancé au final. Ok. Et donc toi, finalement, à cette époque-là, tu te retrouves sans rien, tu remontes dans le Nord. Je remonte dans le Nord parce que j'avais une sœur qui habitait ici et ouais, vraiment, je me retrouve sans rien, plus d'argent, pas d'appartement, rien, puis pas de travail. Du coup, va trouver un propriétaire qui veut te louer son logement. Donc j'ai visité des logements, mais personne ne voulait m'en louer un. Finalement, je suis tombé sur mon propriétaire que j'ai maintenant, qui j'ai encore maintenant, et qui, je sais pas, il a compris ma situation et tout, il m'a fait confiance. Pourtant, j'avais rien, j'ai plus de thunes, plus rien, et puis il m'a fait confiance. Au final, maintenant, c'est limite presque devenu un ami. J'ai fait son mariage là il y a pas longtemps. Trop bien. Et puis super cool, quoi. Et on s'entend super bien. Et puis à chaque fois, il me répète tout le temps, j'ai eu raison de te faire confiance, quoi. J'ai toujours payé mon loyer, tout se passe bien. Quand il y a un problème à l'appart, il faut faire quelque chose avec les voisins, je le fais, je rends service, tu vois. Donc tout le monde est content, quoi. Donc j'ai eu la chance de le trouver lui, en fait. Ouais. Et puis au final, voilà, je suis arrivé ici. Et à ce moment-là, donc là, tu as le propriétaire qui te fait confiance. Est-ce que à ce moment-là, tu relèves déjà un petit peu la tête? Non. Ok. Quand je suis arrivé dans le Nord, pendant 2 ans, vraiment grosse déprime. Donc souvent, je disais d'ailleurs que la déprime, c'était pour les faibles et tout. J'y croyais pas à ça, en fait. Moi, je me sentais fort, tu vois. Je me disais, jamais je vais déprimer, moi. Et en fait, le jour où ça t'arrive, tu te rends compte qu'en fait, c'est chaud quand même, tu vois. Du coup, grosse déprime pendant 2 ans. J'ai pris des médocs et tout, j'arrivais plus à dormir, tu vois, des trucs, des calmants, des machins. Alors je pensais jamais que je ferais ça de ma vie, tu vois. Ok. Et ouais, puis en fait, à un moment dans ma vie, tu vois, je me suis dit, c'est soit en fait, moi aussi je meurs, ou soit je me bats pour avoir une vie meilleure, tu vois. Mais ton fils, il avait quel âge? Mon fils, il avait 2 ans quand. 2 ans, et entre 2 ans et 4 ans, c'est la période la plus dure, tu vois. Ok. Donc, il était petit, mais il était fort, tu vois, mon fils. Et c'est même lui qui m'a fait remonter la tête, hein. C'est lui qui tout le temps me dit, pleure pas, papa, tu vois, je suis là et tout. C'était l'homme à la maison, en vrai, mon fils, tu vois. Et puis voilà, en fait, j'ai pris cette décision, tu vois, au bout de 2 ans, quand même, ça m'a pris du temps, hein, mais de faire en sorte d'avoir une meilleure vie pour moi, mais pour mon fils surtout, tu vois, c'était ma raison de vivre. Après, avant tout ça, quand même, quand je suis revenu dans le Nord, j'ai la chance, c'est que j'ai un cousin qui habite du côté de Fény, donc vers Maubeuge et tout. Et j'étais vraiment pas bien et tout. Et pendant plusieurs semaines et tout, il m'a accueilli chez lui comme si j'étais son frère, quoi. Dans sa famille, alors qu'il y avait sa femme, ses enfants. Tu sais, je pouvais gêner des fois, mais jamais j'ai senti que j'ai gêné, tu vois. Il m'a accueilli chez lui, il m'a remonté le moral aussi, tu vois. Et puis il m'a sorti une phrase un jour que j'oublierai jamais. Mon cousin, il m'a dit, vous voyez, je t'ai battu, hein. Il m'a dit, un homme, c'est fait pour bâtir. Il m'a dit, tu vas bâtir quelque chose, tout peut s'écrouler, mais demain, t'es un homme, tu vas rebâtir encore, tu vas continuer et t'abandonneras jamais jusqu'à temps que ça s'écroulera plus, quoi. Ok. Et en fait, cette phrase-là, elle m'a marqué, puis depuis ce jour, je me dis, je vais toujours bâtir, quoi. D'accord. Et est-ce que tu considères que ça a été ton déclic, ça? Non, mon déclic, c'est mon fils. Je me suis dit, voilà, lui, il mérite pas ça. Lui, il mérite d'avoir une belle vie. Et maintenant, tout ce que je fais, c'est pour lui, tu vois. C'est ma seule raison de vivre, c'est ma seule raison de me battre tous les jours, tu vois. Ok. Bon, déjà, félicitations, hein, pour avoir traversé cette épreuve douloureuse. Et aujourd'hui, de pouvoir être là, discuter avec ça, avec nous de ça,
C'est vraiment génial, donc je te le redis encore une fois, félicitations. Non, merci, c'est gentil. Parce que on le sait, hein, beaucoup de gens passent par des épreuves difficiles. C'est vrai qu'on l'a pas forcément annoncé dans le podcast, mais tu pourras me poser des questions aussi si tu veux. Ouais. Et je pourrais répondre aussi à toutes tes questions. Donc là, c'est un petit peu la partie où voilà, on montre que bah, tu as vécu quand même des choses compliquées et que tu as pu t'en sortir. Est-ce que... alors, il y a ton fils, du coup, qui était ta force principale. Et tu sais, aujourd'hui, moi, le premier, j'ai été beaucoup influencé par tout ce qu'on voit sur les réseaux, sur la motivation, sur tout ce que tu veux, tu vois, le développement personnel, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà intéressé ou pas du tout? Je regarde un peu des vidéos comme ça et tout, mais après, tu sais, je crois pas trop, moi, tous les influenceurs Dubaï et tout. Je préfère garder la tête sur les épaules, tu vois, parce que c'est vrai que s'ils vendent du rêve et que tous les jeunes qui regardent ça, ils pensent que voilà, ils vont suivre une formation en payant 100 balles et puis qu'ils vont devenir millionnaires au bout d'un mois. Mais ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Du coup, je regarde, parce qu'il y a des choses intéressantes quand même, mais vite fait, quoi. Après, je me dis, je fais confiance à moi-même et puis je me lance et puis on verra bien, quoi. Bah écoute, là, ça va être un peu une confession de mon côté. Ce que je vais te dire par rapport à ça, c'est que moi, tu vois, à un moment, j'y ai cru. Parce que, tu vois, les débuts du dropshipping, par exemple. Ouais. Bah, j'ai fait ça, j'ai essayé aussi. Hein. Ouais. J'ai fait pas mal de choses, tu vois. Voilà. Et ben, tu vois, moi, je suis tout comme toi. On est tombé dedans. Et puis, à force de pratiquer, tu te rends compte, en fait, de la vérité. Et puis, tu commences à te dire, finalement, peut-être que... Pour moi, il y a deux choses. Soit tu dis que t'es nul parce que t'as pas réussi, parce que, voilà, t'as pas les résultats que tu voulais. Ou soit tu te dis, peut-être qu'on m'a menti. Et puis, depuis que je fais les interviews dans la rue, je me rends compte que la plupart des entrepreneurs que je rencontre, il n'y en a aucun qui me dit j'ai fait de l'argent vite. Tu vois, après, il faut se mettre sur OnlyFans ou quoi. Et tu vois, même ça, j'ai un doute. J'ai un doute parce que sur les rassos, j'ai rencontré un mec qui faisait de l'OnlyFans, mais qui n'est pas passé en vidéo. Et il n'est pas passé parce qu'il était mineur, t'imagines? Donc, pour te montrer un peu la population qui est touchée par ça, et il a fait de l'argent. Après, il a eu des problèmes parce qu'il était mineur, parce que ça s'est su dans son école et tout. Donc, si jamais il regarde cette vidéo, il va se reconnaître. et en fait, il n'a pas fait tant d'argent que ça. On n'est pas sur les sommes... Il y a des mecs qui annoncent du 100 000 par mois, etc. Ouais. On est loin de ça. Mais donc, voilà. Donc, finalement, toi, tu avances tout seul aujourd'hui. Maintenant j'ai une petite équipe aussi, tu vois. Je me suis entouré quand même de gens de confiance et tout. Et du coup j'ai une petite équipe, on est 7 personnes, tu vois. Et puis des fois j'ai même des autres prestataires que je fais travailler en plus quand je suis vraiment en galère et des week-ends où j'ai beaucoup de travail. Donc ça aussi c'est bien de s'entourer. Après c'est bien de faire tout seul, tu vas réussir à faire fonctionner. Mais si tu veux encore plus, t'es obligé de t'entourer avec des bonnes personnes. Mais ça c'est dur à trouver ça. Parce que moi par exemple aujourd'hui, tous les ans je fais travailler à peu près 10 personnes au total. J'ai fait travailler des inconnus qui sont devenus des super amis. J'ai aussi fait travailler des super amis, des frères, tu vois, limite, qui sont devenus des inconnus maintenant, tu vois. Parce que l'argent, ça fait tourner la tête, tu vois. Parce que, en fait, les inconnus, limite, ils vont plus te remercier de ce que tu leur as apporté que tes amis que tu connais depuis longtemps. Bah, eux, ils veulent pas la part du gâteau, ils veulent ton gâteau, quoi. Ah ouais, ok. Tu vois. D'accord. Ça revient souvent, hein, les amitiés avec le temps. Et l'évolution, parfois, ça se brise. Ouais, ça j'ai eu des déceptions, hein. De toute façon que ce soit en amour ou en amitié, on en a toujours. Hein. Après il faut savoir prendre une bonne décision et puis parfois c'est dur, mais il faut savoir se séparer des mauvaises personnes parce qu'en fait ils vont te tirer vers le bas, tu vois. Ouais, ok. Et là, donc ton activité principale, c'est laquelle? Principalement là c'est les mariages quand même. Je fais vraiment beaucoup de mariages. Après, moi quand j'ai commencé c'était plus les clips de musique, je faisais que des clips de musique. Et puis petit à petit ça a switché sur les mariages et maintenant c'est que les mariages et il y a un petit peu de clips de musique quand même. Ça coûte combien de faire un clip? Faire un clip, ça dépend, hein. T'as des offres de base. Moi quand j'ai commencé tout au début, tu sais, quand t'es pas connu et que tu commences avec ta première caméra, puis j'avais une ancienne caméra qui était moins performante que celle de maintenant, tu vois. D'ailleurs ma première caméra pour l'histoire, quand j'ai eu l'idée de me lancer dans ce business là, j'ai été travailler je suis retourné quand j'étais en déprime et tout, mon premier travail que j'ai repris, je suis retourné travailler 2 ans à l'usine pour me payer ma première caméra, tu vois. Pendant 2 ans, j'ai travaillé dur en me disant, je vais mettre de côté 50 balles tous les mois pour me payer ma caméra quand je vais arrêter pour me lancer après dans mon business, tu vois. Donc tu vois, ça a pris du temps avant de me lancer. 2 ans pour économiser pour la caméra. Pendant ce temps-là, pendant les 2 ans, tous les jours, je regardais des heures et des heures et des heures de tutos, tu vois, pour me former et tout.
Le jour où j'ai acheté ma caméra 2 ans après, je la connaissais par cœur parce que j'ai regardé tellement de tutos que je savais déjà m'en servir tout de suite. Ouais. Donc tout de suite, je me suis lancé en vrai, tu vois. Ok. Et je sais plus du coup, c'était quoi la question de base à la place. La question de base, tu vois, même moi, je suis parti un peu dans ce que tu me disais. Et je te demandais en fait combien ça coûte un. Ah ouais, combien ça coûte? Un Du clip. coup, ouais, je te disais, quand j'ai commencé au début, je faisais des clips à 150 balles, tu vois. Ouais. Après, avec l'expérience, quand tu commences à faire des effets spéciaux sur After Effects et tout, tu montes 50 balles, 500 balles, 1000 balles, tu vois. Ok. Ça dépend après du C'est quoi, temps de tournage. c'est quoi le plus cher Le plus cher que j'ai fait moi? Ouais. Je sais pas, peut-être aller 3000 euros. 3000 €, ok. 3000 d'accord. euros, ouais. C'était pour des gens connus ou. Et j'ai fait 2 finalistes de The Voice. Ok. J'ai fait un tournage avec ZKR où j'étais juste sur le tournage, mais Ok. j'ai pas fait tout le tournage, quoi. Après, en gens connus, après des gens plus ou moins connus dans la région, tu sais, mais pas Ouais. des grosses stars, quoi. Ouais, ok, ok. Et c'est quoi tes objectifs là à court terme? À court terme, je m'étais fixé un objectif de chiffre d'affaires déjà, Ouais. sur une année, que là, c'est la première année que je vais l'atteindre. Tu peux nous le partager? Ouais, après, sachant, je vais expliquer quand même un petit peu Ouais. la caméra et tout. Donc, je m'étais fixé de faire 100 000 € dans l'année, tu vois. Ok. 100 000 €, je m'étais dit, c'est un beau chiffre. Ouais. Et cette année, du coup, c'est atteint. Après, c'est pas 100 000 € dans ma poche que j'explique bien Bien aux sûr, gens et tout. bien sûr. Il y a les impôts, il y a les charges, il y a les autres prestataires que je fais travailler, tu vois, qui prennent directement leur part. Ouais. Donc, au final, moi, il reste pas 100 000 €, quoi. Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Et ok, super. Comme ça, au moins, ça donne une idée un peu de où t'en es et puis d'où t'es parti. Parce Ouais. que on le sait, tu travailles à l'usine et tout. Est-ce que il y a des gens qui t'ont aidé, qui t'ont conseillé et tu vois, qui t'ont peut-être appris des choses marquantes aujourd'hui, qui t'ont permis d'arriver à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, après, comme je te dis, du coup, mon cousin, tu vois, des fois, moi, en fait, il m'en faut peu, c'est juste des petites phrases, Ouais, des petites choses qui me motivent, en fait. ok, Après, franchement, comme ça, je saurais pas trop te dire. ouais. Ma plus grande motivation, c'est mon fils, c'est tout. Ouais, je comprends. Je me Je bats, comprends. c'est pour lui, tu vois. Et donc, tu sais, ce qui est intéressant avec ce que tu dis, pourquoi je te pose la question, c'est que, en fait, on a deux parcours qui sont différents dans le sens où moi, j'ai eu un parcours très scolaire dans ce que j'ai fait. Je pourrais t'en parler. Ouais, après, tu peux aussi me poser des questions sur mon parcours scolaire à moi. Et ce qui est drôle, et tu vas peut-être trouver ça bizarre, c'est que moi qui ai eu un parcours scolaire, j'ai appris que 90% des entrepreneurs, c'était des autodidactes dans le monde entier. Ah ouais. Ça veut dire que c'est des gens qui ont appris sur le tas, Ouais. comme exactement ce que tu es en train de faire là. Tu sais qu'au bout... Je te coupe, désolé. Ouais, vas-y. Mais tu sais qu'au bout de même pas 2 ans que je faisais ça, des fois, j'avais des vrais professionnels, tu vois, qui ont fait des études de fou dans la photo, la vidéo et tout, qui me demandent comment t'as fait ça, tu peux m'expliquer, machin et tout. Ouais. Et moi, je me dis, des fois, c'est fou, tu vois, moi, je pars de rien, j'ai tout appris tout seul, et puis c'est des mecs qui ont des bacs plus je sais pas combien, qui viennent me poser des questions, tu vois. C'est incroyable, hein. Ouais. Et figure-toi que moi, j'ai eu cette réflexion dans le sens où je me disais, mais finalement, est-ce que tout ce côté scolaire, ça n'a pas été un frein pour moi? Parce que je trouve que les personnes qui n'ont pas eu justement tout cet entraînement, on va dire, à l'école, où tu vois, on te fait rentrer dans un mode de tu rentres dans le pensée. moule, hein. Exactement. Finalement, j'ai l'impression que pour moi, c'est plus difficile en tant qu'entrepreneur que pour des personnes qui construisent comme ça et qui se disent, moi j'avance avec ce que j'ai, c'est-à-dire pas grand-chose, et j'apprends au fur et à mesure, je monte, je construis, et puis au final, tu te rends compte que parfois, tu as les mêmes compétences, si ce n'est que voire plus, que des personnes qui auraient peut-être fait des... Après, moi, ce qui a fait aussi que je me suis lancé, c'est que pendant ma période où j'étais en déprime, au final, tu sais, j'ai pas travaillé, j'étais pas bien, machin et tout, j'ai perdu mes droits de chômage, tout, j'arrive au RSA. Et même pas au RSA, j'avais pas le droit au RSA, j'ai le droit à l'ASS comme j'avais travaillé déjà avant, mais l'ASS, en fait, c'est moins que le RSA avec un enfant, donc au final, je comprends pas pourquoi j'ai même pas eu le droit au RSA, tu vois. J'avais encore moins que le RSA en vrai, tu vois. J'avais 470 € pour moi et mon fils, tu vois. Je payais 650 € de loyer déjà, tu vois. Ouais, et puis je me suis lancé à ce moment-là, parce que en voyant qu'avec ces 450 €, j'arrivais à m'en sortir quand même, tu vois, avec rien en fait, tu vois, avec peu, j'arrive à m'en sortir, je me suis dit, autant, voilà, maintenant, il faut que je me lance. Je me dis, de toute façon, si ça marche pas, c'est pas grave, de toute façon, j'aurai toujours le minimum social obligatoire, entre guillemets. Donc je me suis dit, je me lance, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, et au pire, je continue à vivre comme je vis là, de toute façon, donc ça changera rien, quoi. Ok, trop bien. Encore une fois, félicitations, hein. Franchement, c'est bien. Moi, ce qui me tient à cœur dans ce format de partage, qui est en plus inédit là aujourd'hui, pour toi comme pour moi... Ouais, c'est vrai que c'est ta première, du coup, sur ta chaîne. Ouais. Alors, j'ai déjà fait un
un équivalent podcast, mais pas avec autant de matos, c'était chez moi, tu vois, c'était avec un ami entrepreneur, etc. Ouais. Là, on est vraiment dans le cadre. Mais j'ai vu que d'un t'as truc, fait des vidéos avec des gens que je connais. Ah, ok. Puis, et puis quelqu'un que je connais qui m'avait raconté une histoire une fois, je vais pas dire son nom, aussi, hein, pas envie que je le cite, mais que tu connais aussi du coup. Je lui avais demandé, moi, si l'argent ça faisait le bonheur, tu vois. Et il m'avait dit, lui c'était un millionnaire. Ouais. Il m'avait dit qu'en fait, tu vois, lui, il était heureux, mais pas totalement, tu vois. Il lui manquait quelque chose dans sa vie, il avait pas de femme, pas d'enfant. Ok. Et en fait, c'était ce qui lui manquait le plus. Et je l'ai ressenti, tu vois. J'ai ressenti que ça lui faisait de la peine, tu vois. Ok. Donc il était riche, mais il était malheureux quand même, tu vois. C'est marrant que tu parles de ça parce que je crois qu'encore hier, je l'ai dit, ce truc-là. En fait, j'ai eu une période de ma vie qui est très récente où j'ai perdu énormément d'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent et je suis arrivé à un point où j'avais plus le niveau de vie que j'avais juste avant cette période-là. Et ben, je me suis jamais senti aussi heureux avec aussi peu d'argent de toute ma vie. Et ça me parle, hein, même s'il y a des gens qui vont dire l'argent fait le bonheur, etc. Je suis désolé, je vais le dire en regardant la caméra, l'argent fait pas le bonheur. Et c'est pas un mensonge, ça va à l'encontre de ce qu'on entend sur les réseaux, tout simplement parce que le bonheur, c'est quelque chose qui est interne à nous-mêmes. Et si on le fait reposer tout le temps sur des choses externes, que ce soit de l'argent ou peut-être même des personnes, etc., avec des dépendances, etc., eh ben, on risque tout le temps de pouvoir être malheureux à un moment ou à un autre. Et moi, je l'ai expérimenté parce que quand j'avais de l'argent, je trouvais que je compensais avec plein de trucs. En me faisant plaisir, en sortant. Et en fait, en faisant reposer tout ce bonheur sur ma capacité à faire des choses, à me stimuler tout simplement, et à m'acheter du plaisir. Sauf que quand je me suis retrouvé sans argent, et ben là, je pouvais plus faire ça. Et là, j'ai commencé à regarder autour de moi les choses qui étaient vraiment essentielles, c'est-à-dire les gens que j'aime, mes proches, les choses que je peux encore faire. Je peux encore me loger, je peux encore conduire ma voiture, j'ai encore mes parents qui sont là. Et là, tu commences à te rendre compte des petites choses de la vie qui comptent vraiment. Et c'est pour ça que quand tu me parles de ton fils était ta force, mais c'est peut-être ça en fait qui fait que tu as pu faire tout ce que tu fais aujourd'hui, parce que c'est ça, elle est là l'essence pour moi même du bonheur, c'est dans ce genre de choses-là, quoi. Et donc l'amour en fait partie, et c'est un grand point pour moi. Et donc oui, même si on est sur un podcast de motivation et qu'il faut dire qu'il faut de l'argent, etc. Oui, les gars, on se bat pour de l'argent. Moi, le premier, sinon je serais pas là à faire ce que je fais, à parler d'argent, etc. Mais je sais que c'est pas sur ça qu'on repose le bonheur. Et aujourd'hui, je suis content de pouvoir dire que je suis heureux sans être millionnaire ou quoi que ce soit. Après, si l'argent, ça fait pas le bonheur, mais ça en compte, comme on dit souvent, ça y contribue souvent, ça contribue pas mal. Mais bien sûr. Après, moi, je sais que avant. J'avais rien, tu vois, que j'ai grandi avec ma mère et ma petite sœur, tu vois. Ma mère, des fois, me donnait 7 francs. Je me rappelle, gagner 3000 francs, ma mère, à l'époque. 3000 francs, ça fait 450 € maintenant, tu vois. Pour élever moi, mes sœurs, tu vois. On est 3 sœurs et moi. Elle me donnait 7 francs, j'allais à la friterie et j'achetais un américain jambon, on mangeait à 3-4 dedans, tu vois. Ouais. On le partageait, ma mère, elle mangeait que les frites, donc on partageait le pain en 3, tu vois. Et c'est des souvenirs et au final, qui marquent. c'est des bons souvenirs, tu vois. Ouais. Maintenant, quand j'y pense, elle avait rien, mais elle faisait quand même tout pour nous, tu vois. Oui. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit aussi, dans les personnes que j'avais interviewées, que quand t'as de l'argent, eh ben, tu vas t'acheter des choses, et en fait, c'est toujours le premier achat d'une chose qui va te faire vibrer. Par exemple, ta première voiture de sport, ton premier grand voyage dans un pays que tu voulais faire. Mais la deuxième fois que tu vas t'acheter une voiture de sport, tu vas passer du Classe G au Urus. Ouais. Bon, ok. Tu sais que moi, je prends plus de plaisir avec les voitures. et en fait, j'en ai conduit plein, tu vois. J'ai conduit toutes sortes de voitures, tout ce qui existe, sauf des Formule 1. J'aimerais bien conduire un jour. Mon kiff, ça serait conduire une Formule 1, tu vois. Tout le reste, quasiment, j'ai tout conduit. Ouais. Et ça me fait plaisir de l'acheter, tu vois, de rouler avec et tout, mais je sais pas. Je l'ai, au bout de 15 jours déjà, je suis lassé, tu vois. Ah. J'arrive plus à prendre vraiment de plaisir avec les voitures. Ok. Et après, ça dépend de quel plaisir t'avais avec avant. Ouais. Peut-être que tes goûts ont évolué. Tu vois, mes meilleurs plaisirs, je pense, c'était quand j'étais jeune, tu vois, première M3 U36. Ouais. Et drift et tout dans les ronds-points. ça, c'était bien, tu vois. Ouais. Et tu sais que là, j'hésite à m'acheter genre une M2 ou un truc comme ça, juste pour faire le con, tu vois. Ouais. Parce que ça, je kiffais, en fait. Carrément. Carrément.
Et parfois, on veut plus et tout. J'avais eu le coup avec ma première moto. C'était une moto que j'avais achetée, j'étais étudiant. J'avais payé 2000 €. C'était un pote qui me l'avait vendue. Et ben, je m'en rappelle du bonheur que j'avais quand j'ai acheté cette moto. C'est un truc de ouf. Après, derrière, je me suis acheté des motos plus chères et tout. C'était pas pareil. Parce que, bon... En fait, tu vois, le côté, quand t'as un truc inaccessible, que tu dois travailler. Ouais, puis en fait, tu charbonnes pendant des années pour l'acheter. C'est incroyable. Et puis quand tu l'as, et ben, tu savoures, mais après tu l'as, c'est bon, tu passes à autre chose après. Carrément. Moi, je vais te raconter l'histoire de ma première moto. Vas-y, dis-moi. Parce que moi aussi, je kiffe les motos, tu vois. Ouais. Et première moto, avec un pote, on avait acheté un lot de 3 motos épaves. On avait 16-17 ans, on n'avait pas le permis. On les a retapés, on a réussi à en faire une avec les 3, tu vois. C'était celle-ci, je crois, je sais plus, c'était une R1 ou une GSX-R 1000, tu vois, un monstre. Ah ouais. Un monstre. Mais les vieilles, hein, tu vois, Je vois exactement, c'est bien ça, c'est bien. On avait retapé, on n'avait pas de permis et tout, on voulait comme des fous avec 250, 300 presque et tout, sans permis, sans rien, quoi. Après, j'ai eu mon permis, j'ai passé le permis quand même. Ouais. Permis voiture, permis moto, j'ai tout eu du premier coup direct, j'ai tout enchaîné direct à mes 18 ans, tu vois, au moins tranquille, quoi. Ouais. Avec mes premiers salaires à Toyota, justement, j'ai payé mes permis. Et puis comme ça, après, j'ai pu me barrer, quoi. Ah bah, je te comprends. Moi, j'ai eu le coup aussi. J'ai un pote, je sais plus quel âge j'en avais, je pense 16 ans, non, 15 ans. Parce que j'avais pas encore la conduite accompagnée, c'est à 16 ans, donc je devais avoir 15 ans. Et en fait, ses parents, ils avaient une vieille Saxo garée dans le garage. Et je me rappelle, un jour, on l'a prise. C'était incroyable, en plus, on roulait dans une cité, en plus, à ce moment-là, donc tu vois, c'était un peu... On n'allait pas très très loin. Et tu vois, c'est des souvenirs, en termes d'émotion et de bonheur, et ben, il n'y avait pas un rond, il n'y avait pas de... Ouais. Mais c'est là que tu kiffes vraiment, tu vois, c'est là que tu kiffes parce que voilà, tu fais un truc un peu pour la première fois, où tu vas aller chercher à surpasser un peu tes habitudes, tu vois, sortir, aller conquérir quelque chose, et je trouve ça génial. Donc c'est vraiment cool que t'en parles. Bah du coup, j'ai presque la même anecdote que toi, avec un pote qui habitait à Gemont à l'époque. On a pris la voiture de sa grand-mère, une 306 à l'époque, et 2 anecdotes avec lui. La première, c'est qu'on part, et puis on faisait les cons et tout, mais j'avais 16 ans, c'est moi qui conduis, tu vois. Et on fait les cons, on est dans une descente et tout, à fond et tout, je prends le virage de la voiture, elle se met en tête à queue, tu vois. Et là, on a cru qu'on avait pas dans le décor. Heureusement, j'ai réussi à contrebraquer. Tu sais, quand j'étais jeune, j'étais à fond dans le Gran Turismo. Okay. Et je vais à fond dans le Gran Turismo, je faisais des drifts et tout, tu vois. Et du coup, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à la remettre droite, la voiture. Et bref, on est rentré et tout nickel. Une autre fois, on la prend, on s'en va en Belgique. Et il me dit, ouais, ma grand-mère, elle a dit que la jauge, elle déconnait des fois et tout. Et on voyait qu'il y avait le plein. Je vois, c'est bon, on s'en va, on y va. Pas d'essence. On y va, on tombe en panne de voiture et tout, au plein milieu de nulle part et tout. On a dû pousser, on était à 5 dans la voiture, heureusement, avec plein de potes, tu vois. On a poussé la voiture sur je sais pas combien de kilomètres pour retrouver une pompe à essence et tout, on était plein. Sans permis, sans rien en plus. Ouais. Mais bon, c'est des bons souvenirs, ça. C'est vrai. Et toi, est-ce que t'aimais bien les jeux vidéo ? Ouais, jeux de voiture, du coup, Gran Turismo à fond, Rally, tous ces trucs-là quand j'étais jeune, tu vois. Ok. Sur quelle console c'est qu'on resitue un peu ? Moi aussi, j'ai commencé à jouer. La première vraie console, c'est la PlayStation 1, tu vois, que j'ai commencé vraiment à jouer. Mais bon, avant ça, j'avais déjà des Nintendo, Mega Drive, tous ces trucs-là, j'ai connu. Après, toi, t'es plus jeune que moi, toi, non ? Ouais, j'ai 32 ans. Et moi, j'ai saigné un truc et je me suis dit. Dernièrement, j'ai repensé à ça, je me suis dit. Et c'était bizarre de faire ça. Hein. En fait. Moi, j'ai toujours voulu conduire, tu vois. C'était un truc, je voulais conduire. Et j'attendais l'âge pour conduire. Et ben avant ça, j'avais demandé à mes parents de m'acheter un volant, tu vois. Je me rappelle, c'était un Logitech, 50 balles. Je me rappelle exactement du prix, c'est 50 balles. Et en fait, je jouais sur une map de Need for Speed Underground 2. Il y avait un truc où tu pouvais juste te balader comme ça, et puis après, tu avais des petits cercles où quand tu rentrais dedans, tu pouvais faire un défi, une course, un truc comme ça. Et ben moi, je roulais dans la même map. Et mon défi, c'était de faire le tour de la ville le plus vite possible. C'était même pas une course, hein, c'était le truc de balade. Truc à toi, Je devais faire le tour de la ville le plus vite possible, sans jamais dépasser les lignes. Pour ça, je me disais, si j'arrive à le faire dans le jeu... Tu feras dans la vraie vie. Après, je suis un pilote, tu vois. Et j'ai fait ça, mais je pense que j'ai dû le faire pendant 1 an ou 2. Je faisais ça tous les soirs, pendant des heures et des heures, et il se passait rien, hein. Juste, je m'entraînais et tout, et je voulais conduire, quoi. Après, quand j'ai grandi, j'ai essayé aussi sur la route. J'ai vu que c'était pas pareil. D'ailleurs, je déconseillais de le faire. Mais ouais, c'est... Moi, j'ai toujours aimé piloter. Hein. Genre, à chaque fois que j'allais dans un karting quelque part quand j'étais jeune, à chaque fois, mon truc, c'était de battre le record du karting, tu vois. Ah ouais, je partais pas tant que j'ai pas battu le record. Une fois, je me rappelle, j'étais en vacances chez ma sœur, et on va faire avec son ami de l'époque, moi, des amis et tout, on va faire une course de karting. Et
hop, on fait la course et tout, je les bats, il y avait des inconnus avec nous aussi, tu vois. Ouais. Je bats tout le monde et tout, puis on fait pour partir, et puis un gars il m'attrape par le bras, il me dit hey, c'est toi que Greg machin, il avait vu mon nom, tu vois, avec le score. Ouais. Et puis lui en fait il était là, et apparemment c'est un mec qui squattait le karting à fond et il faisait tous les records, tu vois. Il dit oh, tu m'as battu et tout, tu veux pas refaire une contre moi, machin et tout. J'ai dit ah ben désolé, en plus j'ai battu à l'époque, tu vois. On a fait une partie, c'est tout, tu vois, j'ai pas. Vas-y je te le paye, tout. Et le mec il m'a payé une course pour que j'aille jouer contre lui, tu vois, il était combattu. C'est vrai. Ouais. Ah. Mais c'est des bons souvenirs ça, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Est-ce que tu considères que t'as un... Non, je vais pas te demander ça comme ça. Je vais te demander, selon toi, quel est ton don, tu sais? Quelque chose d'inné chez toi, où t'as de l'avance sur tout le monde, on va dire, quelque chose qui te réussit. Bah je sais pas, franchement. Après je pense que j'ai de la chance, surtout. Ouais. c'est Nathalie qui m'a dit ça. Nathalie c'est une collègue du coup, Ouais. collègue de travail qui... Depuis que je la connais, là, ça fait 1 an et demi, elle arrête pas de me dire t'as une bonne étoile, parce qu'à chaque fois, apparemment, dès qu'il y a un souci, je retombe toujours sur mes pattes et j'arrive toujours à m'en sortir. D'accord. Donc, je sais pas, je me débrouille bien, apparemment. Je pensais que j'étais malchanceux dans ma vie, plutôt, tu vois. Et depuis que je la connais, je me dis, bah, peut-être que finalement, non, j'ai de la chance quand même. Ok. Après, je sais pas si j'étais bon en mathématiques, tu vois, à l'école. C'est la seule matière où j'étais bon. Ouais. Peut-être que je savais que je voulais compter des sous plus tard, je sais pas. Mais, mais après, j'ai pas de don particulier, je pense. Hein. Ouais. Après, si, peut-être. Je pense que j'apprends facilement, tu vois. Ouais. Genre, j'ai voulu jouer du piano un jour, tu vois. Je trouvais ça beau. J'ai acheté un piano, j'ai appris. Un mois après, je savais jouer du piano, tu vois. Ouais. J'ai voulu faire des vidéos, j'ai appris, je sais le faire, tu vois. J'ai Ouais, voulu d'accord. dessiner. Ouais. Un jour, j'ai comme ça m'a pris. Je me suis dit, j'ai envie de faire du dessin. J'ai pris une photo de mon fils, j'ai regardé des tutos, tu vois. Je l'ai dessiné, et puis je te montrerai la photo, je la mettrai dans le truc. Bah ouais, tu vois. carrément. Et puis, bah, c'est pas mal, tu vois. Les gens me disent, ouais, bien et tout. Ils croyaient que ça fait des années que je faisais ça. C'est mon premier dessin que j'ai fait, tu vois. Ah, bah tu vois, t'as quelque chose. Donc je pense que, ouais, j'apprends facilement, tu vois. En fait, mais je pense que tout le monde peut apprendre facilement. Une fois que t'es vraiment motivé, que t'as vraiment envie de le faire, t'apprends. Quand t'as pas envie, t'apprends pas. Moi, je sais que travailler un travail de merde, le patron l'a beau de me le répéter 10 coups, tu vois. Ouais, Si tu j'ai vas pas envie, pas- j'ai pas envie, tu vois. Ok. Je vais le faire, mais je le ferai pas aussi bien que si je suis passionné par ce truc, tu vois. Ok. C'est pour ça que c'est important de faire les choses par passion. Ouais. En plus, si tu lances un business et que c'est ta passion, tu vas le faire bien, c'est sûr, tu vois. Ouais. Et puis les gens, ils veulent des professionnels qui font les choses bien. Ok. Moi, perso, je vais préférer aller voir un gars qui va me demander, par exemple, une prestation à 1 000 €, il va me demander 1 200, mais par contre, il va me parler pendant une demi-heure, me raconter des trucs, des réglages, des machins, comme quoi, je vois, il est passionné. Je préfère lui donner 1 200 à lui que donner 800 à un autre qui connaît même pas sa caméra ou qui connaît moins son truc et qui va pas m'inspirer confiance, tu vois. Ouais. Et c'est bien que tu parles de ça. Est-ce que tu penses que le prix est lié à la qualité, tu vois? Est-ce que quelque chose qui coûte... Moi, je pense pas parce que c'est pas pour lancer des fleurs, hein, mais tout le monde me dit que ce que je fais pour les mariages et tout, et ben, limite, 90% du temps, on me dit ça vaut plus cher, tu vois. Et qu'ils ont tous fait des devis ailleurs et tout, ils me disaient c'est incroyable les autres vidéastes, combien ils demandent, machin et tout, alors que toi, tes vidéos, elles sont mieux que les leurs, quoi. Ok. Donc après, moi, je veux pas allumer les gens dans le sens où je sais d'où je viens, je sais que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, et je veux que ça reste accessible un petit peu à tout le monde quand même, tu vois. Et tu vois, autant des fois, il y a des gens, ils vont me prendre le forfait le plus cher, ils vont me dire, oh non, on paye tout de suite parce qu'on est tranquille. Il y a des gens, ils vont me dire, on va me prendre le forfait le moins cher, et ils vont me payer en 20 fois. Mais ils sont accueillis pareil ici, tu vois, ils viennent ici, je leur sers un café, à boire, machin, tout le monde est accueilli pareil, et je les respecte aussi, parce qu'au final, ces gens-là, ils ont moins d'argent, mais ils veulent quand même ma qualité, ils veulent quand même que ce soit moi qui fasse leur mariage, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, même moi, ça me fait du bien aussi, tu vois. Je me dis, c'est qu'ils vont saigner pour moi, tu vois. Donc, Et c'est quoi pour toi le client idéal? bon, y a pas de client idéal, hein. Après, moi, chaque client est idéal, hein. Dès qu'il paye, c'est bon. Bah ouais, c'est vrai, chaque client est idéal, quoi. Il n'y a pas de personne idéale ou pas idéale, hein. Ok. Après, moi, comme je dis souvent aux gens, c'est bien qu'ils posent. J'aime bien les clients qui posent des questions, tu vois. Des fois, là, il y a pas longtemps, j'ai eu une dame, elle est venue et elle avait noté plein de questions. C'est quoi votre matériel, dans quel format d'image vous allez filmer, mais des trucs un peu techniques, tu vois. Ouais. Mais je dis, j'étais content parce que, tu vois, moi je savais toutes les réponses du coup, parce que c'est mon truc, tu vois. Que je sais qu'il y a plein de vidéastes, ils filment sans vraiment connaître leur caméra à fond, tu vois. Ouais. Et qu'ils filment pas, genre comme moi, en 4K 10 bits minimum, tu vois, en log, tu sais, format un peu cinéma pour pouvoir être retouché en post-production et tout. Plein de trucs comme ça, ils savent pas. Et du coup, moi, je lui sors tous mes arguments, tous les trucs que je connais. Même elle, du coup, elle était perdue. Ah, ouais, balèze le mec. Tu vois. Ok. Et au moins, en faisant ça, bah, les gens, ils peuvent comparer, tu vois. Parce que, en fait, carrément. tu peux pas comparer si tu ne poses pas des bonnes questions. C'est en fait. vrai. Ah, c'est vrai. Et donc, dans la continuité de ce que tu dis, c'est quoi un bon vidéaste?
Un bon vidéaste. Ouais. Bah, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quoi, qui connaît bien son matériel. Et Là, est-ce que tu aurais des petites techniques à nous donner, tu sais, des choses, des petits tips qui font la différence, tu vois, dans tes vidéos? bah déjà, moi je trouve l'étalonnage c'est le plus important pour moi, tu vois. L'étalonnage et puis le flou de mouvement, que ça reste réel, tu vois. Hein, garder un flou de mouvement réel, donc ça c'est ta cadence d'image et la vitesse d'obturation. Ouais. Ça c'est super important à gérer, tu vois. Genre toi quand tu filmes avec ta caméra, à mon avis tu filmes tout en automatique Ouais. et du coup t'auras jamais de rendu cinéma, tu vois. Ouais, Mais en même temps, pour ce que tu fais, t'as pas besoin d'avoir un rendu cinéma, tu vois, Ouais. non plus. Donc ça suffit aussi. Ah, ok, d'accord. Mais sinon, en gros, vitesse d'obturation et cadence d'image, si tu filmes à 25 images par seconde, tu mets ta vitesse d'obturation à 1/50e, au double de la cadence d'image. Si tu filmes à 25, tu mets à 50e. Si tu mets à 50 images par seconde, tu mets à 1/100e. En faisant ce réglage-là, tu auras un flou de mouvement qui paraît réel, tu vois. Au cinéma, c'est comme ça qu'ils font, tu vois. Tous les films, ils sont tournés par exemple à 24 images ou 23,96, le cinéma, c'est comme ça. Et du coup, le shutter speed, c'est au double de la cadence d'image, tu Je vois. sais pas ce que c'est que le shooter Bah, speed. c'est la vitesse d'obturation en français, voilà. Ouais, mais tu vois, j'arrive même pas à voir c'est quel réglage. Moi, les seuls trucs que je vois, c'est... Alors, dernièrement, tu vois, j'ai appris 10 bits. Je savais pas ce que c'était. Ouais, bah 10 bits, 8 ou 10 bits. 10 bits maintenant, c'est la norme limite. c'est la Faut norme. plus filmer en dessous de 10 bits, quoi. Ok. 10 bits, en gros, c'est 1 milliard de couleurs, tu vois. Du coup, quand tu fais l'étalonnage, et ben, t'as des plus belles couleurs et puis t'as des plus belles variations de couleurs, tu vois. Ah. Que en 8 bits, tu vas avoir des genres d'arc-en-ciel, des genres de saturation, des trucs bizarres, tu vois, dans les couleurs. Ok, d'accord. Donc là, pour toi, le réglage idéal, par exemple, moi, tu me conseilles de filmer comment? Bah 10 bits, 4K, après je laisse quand même en automatique pour ce que tu fais, tu vois. T'as Ouais. pas besoin de. Sinon tu dois t'embêter quand t'es pas en automatique, tu vois, dès qu'il y a un nuage qui passe, tu dois changer la balance des blancs, tu dois changer plein de trucs, ok. c'est chiant. Que toi, faut pas que tu fasses ça dans ce que ton Ouais. travail à toi, tu vois. Bon, ok, je vais rester en automatique. Voilà, c'est auto, mais 10 bits c'est bien, tu vois, 4K, 10 bits, 25 images, t'as pas besoin de faire de ralenti non plus, toi, Ouais. donc 25 ça suffit. Ok. Et est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de... Après, de- Ouais. le profil le plus plat possible aussi, c'est bien. Donc, genre, LOL, c'est du S-Log 3. Toi, je sais pas si t'as du log dans ta caméra, mais peut-être que t'as du Ciné D ou un truc comme ça, tu vois. Ça, il faut le mettre, c'est bien. Je sais même pas de quoi tu parles. Si, c'est sûr, tu dois avoir ça. c'est quoi la chaîne? C'est Osmo, non? DJI, ouais, ou je sais pas Osmo quoi. Pocket. Ouais, tu dois avoir Ciné D dedans, un truc comme ça. Ouais, Et bah ça, en après, fait, c'est un elle est profil vraiment bien. un peu plat Ouais. qui permet de plus retoucher en post-production, tu vois. Ok. Pour avoir une meilleure qualité d'image, des meilleures couleurs et tout. Ouais. Ok, bah en tout cas, merci De rien. pour les conseils. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de se lancer dans ton métier aujourd'hui? Bah ouais, après, du travail pour tout le monde. Hein. Tu sais, moi, à chaque fois, on me dit, ouais, est-ce qu'on est ton concurrent? Non, mais pas de concurrent. Au contraire, moi, quand j'ai trop de travail, j'en donne aux autres. Quand des fois, j'ai des collègues qui m'envoient du travail aussi. Donc, on travaille tous ensemble. Hein. Ah, ok. Puis même moi, d'ailleurs, si ça intéresse des gens, je recrute aussi des gens des fois. Ok. J'aimerais bien retrouver encore des gens sérieux, photographes, vidéastes, rejoignez mon équipe. Ah, c'est bien que tu parles des gens sérieux parce que... est-ce que toi, t'as déjà travaillé avec des personnes très jeunes ou pas? Genre Ouais. 18, 20 ans. La seule avec qui ça s'est pas bien passé, c'était une jeune, tu vois. La vérité. Du coup, tu vois un peu ma question. C'est, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent que les jeunes de maintenant, ils ont du mal à bien travailler, à bien faire les choses, qu'on perd en qualité. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, toi, dans ton expérience? Ouais, bon après je pense qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même sac, hein. Je pense qu'il doit rester des jeunes quand même motivés et puis qui travaillent bien. Mais c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, ils pensent que l'argent il tombe du ciel sans rien faire, quoi. Mais Ouais. bon après, moi pour un petit exemple, tu vois, la fille que je te parle là, genre je l'ai envoyée sur des mariages, pour être, tu vois, honnête et transparent avec tout le monde, je lui donnais 50 € de l'heure. Juste pour appuyer sur le bouton, pour faire les photos, et c'est tout. C'est moi qui faisais le travail de post-production, qui faisait tout derrière. Ouais. Ça reste raisonnable, tu vois. En 8 heures, tu prends 400 € dans une journée. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Et genre, les mariés à la fin, genre le gâteau est pas arrivé, si c'est écrit dans le contrat, s'ils veulent 2 heures sup, y a pas de souci, mais c'est payé aussi, ils payent en plus, tu vois. Donc elle serait payée en plus aussi, tu vois. Ouais. Et en plus, les heures sup, je les paye plus cher en plus. Ok. Elle m'appelle, moi je suis sur un autre mariage. Elle me dit, ah non, bah moi, non, j'en reste pas d'heures sup, moi je veux bien rester une demi-heure, mais eux ils voulaient 2 heures, tu vois. Ok. Mais c'est tout, quoi, je m'en vais, quoi. Je dis, bah non, bah, ça se passe pas comme ça, t'es obligé de rester, quoi. Ah, mais non, moi j'ai prévu autre chose, après, je m'en vais, quoi. Je dis, bah, Ouais. non. Du coup, bon, elle est quand même restée, mais ça la faisait chier, quoi. Ok. Ça, c'est un truc Et qu'on puis, voit de elle, plus elle en voulait plus. pas avoir des conseils, des trucs qu'elle allait pas. Moi, je voulais lui dire ce qu'elle allait pas pour qu'elle s'améliore, qu'elle fasse mieux, même pour elle, parce que du coup, là, elle continue toute seule de son côté, mais je sais que ça marchera pas son truc. Et elle voulait pas apprendre, en fait. Ouais. Elle voulait pas apprendre. Elle pensait
être déjà tu sais, au-dessus de tout le monde, tu vois. Ouais. Alors que non, pas du tout. Ah, Ça, il faut rester humble, il faut rester. Moi, même si on n'arrête pas de me répéter c'est parfait, c'est beau et tout, et ben je suis jamais satisfait. Moi, je suis un insatisfait de la vie, tu vois. Je veux toujours faire mieux. Ouais. Et j'apprends toujours des nouveaux trucs. Je veux toujours faire mieux et apporter quelque chose en plus. Tu sais, on peut parfois voir des personnes qui sont très arrogantes sur les réseaux, mais je crois qu'on sous-estime en fait la puissance de l'humilité dans tout ce qu'on fait. Je peux le voir, tu sais, même des fois dans les commentaires, des trucs comme ça, il y a des gens qui vont dire ah machin, tu vois, genre faut faire le bonhomme, etc. Et après, il y a il y a une espèce de hype autour des gens qui font ça. Sauf qu'en fait, en vrai, ces personnes-là, souvent, ce sont des menteurs. Ouais, C'est sûr et certain. J'ai pu le vérifier par moi-même. Et en fait, l'humilité, en tout cas, tu vois, depuis que moi je fais ça, ça m'apprend tellement de choses. Hein, parce que, en fait, tu vois, toutes les interviews que je fais, à la base, ça me sert à moi. Ça me sert à moi. Et j'ai décidé de le partager avec les gens, tu vois, parce que je trouve que c'est encore plus cool. Et puis, ça me permet aussi de travailler mon réseau et puis de poster du contenu, etc. Et en fait, l'humilité, c'est un truc qui revient, mais énormément, en fait. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de se sentir valorisé, entre guillemets, tu vois, ou même un minimum reconnu, ou juste respecté, tout simplement. Et dans le business, c'est hyper important. Tu vois, quand t'arrives, tu vas voir quelqu'un, même si t'es meilleur. T'as pas besoin de lui montrer, tu vois. Parce que t'es peut-être meilleur sur un point, mais il va peut-être t'apprendre d'autres choses sur d'autres points. Et voilà, moi, je trouve ça génial. Et c'est un des conseils qui ressort le plus. Ouais, bon, de toute façon, on a tous à apprendre des uns des autres. Hein. Ouais. Et tu m'as dit que tu voulais me poser des questions pour l'instant. Bah ouais, mais du coup, t'enchaînes tellement bien que je te laisse gérer. Hein. Bah non, mais c'est vrai que du coup, sur toi, on connaît pas grand-chose. Ouais. Du coup, toi, tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Ouais, alors moi je suis martiniquais. Bon, du coup, je suis en France depuis 14 ans. Je suis venu après mes études. Je fais une école d'ingénieur. C'est pour ça que je te disais que j'étais scolaire un peu. Enfin, je le suis de ouf en vrai. Et en fait, je suis ingénieur en informatique, moi, à la base. Donc, ma carrière a été autour de ça. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, dans tout ce que j'ai fait, on va dire, j'ai tenté de lancer 10 business. Tu vois. Et je considère aujourd'hui que j'ai pas vraiment réussi à faire ce que je voulais. Dans le sens où j'ai lancé pas mal de projets. Il y a des projets qui ont bien marché. Donc moi, je pourrais rentrer dans les détails. Hein. Sauf qu'en fait, mon projet qui m'anime aujourd'hui, c'est ce que je fais là avec toi aujourd'hui. Tu vois, c'est les réseaux, en fait. C'est les réseaux, c'est la motivation. Et pour la simple et bonne raison que depuis que j'ai compris comment fonctionnait le système, et en fait, faut un peu que j'explique le contexte. Donc, je vais parler un petit peu de moi là, mais en gros... donc j'ai mon diplôme d'ingénieur, je trouve mon premier job, ça se passe super bien, l'employé modèle, tu vois, genre je donne tout pour ma boîte, je suis à fond, et en plus j'étais dans une boîte où il y a une culture un peu sectaire, tu vois, c'est quand t'es dans la boîte, tu donnes tout pour cette boîte-là. Et en fait, à un moment, j'ai une espèce de déclic au moment où je change de chef. Et il me fait comprendre que je suis trop matrixé, tu vois. Mon chef, il me dit ça, tu vois. Il me dit, je suis trop matrixé. Et à chaque fois qu'il me demande de faire un truc, dès que c'est pas dans mes standards, je lui fais comprendre que c'est pas possible. Et il me dit, en fait, tu te mets trop de barrières. Et ça a démarré là, tu vois. Il me dit, tu te mets trop de barrières. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et là, en fait, j'ai commencé à m'interroger sur plein de choses. En fait, il faut savoir que je suis très curieux. Donc après, j'ai fait du développement personnel, etc. Et là, je découvre que tout le monde que j'avais créé jusque-là, eh ben en fait, tout était une illusion, en fait. J'allais dire, tout était faux, mais en fait, tout était faux et à la fois vrai. Pourquoi? Parce que c'était vrai pour ceux qui voulaient y croire, mais c'était faux parce qu'il existait d'autres mondes, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Et là, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, et donc je me suis lancé dans la création d'applis mobiles. La plus grosse société que j'ai créée, c'était une société d'informatique, que j'ai toujours d'ailleurs, où j'ai embauché des gens. Donc on était une dizaine de personnes à travailler là-dedans, et c'est pour ça que je disais que j'avais gagné un peu d'argent en faisant ça. Moi-même aussi, je travaillais en tant que freelance. Malgré tout ça, je la fais un peu courte pour pas que ce soit trop long non plus, mais en gros... j'ai expérimenté plein de choses en voulant acquérir ma liberté, parce que lorsque j'ai quitté mon taf, avant de le faire, en fait, j'ai fait un burn-out.
Sauf que j'ai fait un burn-out à un moment où je pouvais pas me permettre de plus travailler. J'avais besoin de revenus, en fait, pour continuer à vivre, tout simplement. Donc, j'ai continué à travailler. Et en fait, j'ai forcé pendant, je pense, 4 ans, où j'ai bossé pendant un burn-out. Et puis, à la fin, je me suis dit, OK, j'ai écouté un peu ce que le système m'avait proposé. Ça m'allait pas. Parce que, en fait, on m'a secoué et je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire. J'ai tenté de faire des choses parce que j'ai regardé sur Internet que tu pouvais devenir entrepreneur, etc. Je monte ma boîte, je fais des trucs et tout. Et même là, tu vois, je sens qu'il y a un truc qui va pas. À un moment, j'étais arrivé à un point où je gagnais de l'argent, mais j'étais malheureux parce que j'étais esclave de mon boulot. Parce que, en fait, je voulais continuer à travailler parce que je gagnais de l'argent, mais j'aimais pas ce que je faisais. Et puis après, je me suis dit, en fait, t'as envie de faire quoi? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Et c'est là qu'en fait, il y a eu un long cheminement qui a fait que je me suis lancé sur YouTube. Parce que c'était un truc que je kiffais. Je regarde pas la télé, je regarde que YouTube. J'ai pas d'abonnement Netflix. En général, j'ai le compte de quelqu'un qui me le passe ou quoi. Et puis après, quand Netflix il me jette, j'ai pas Netflix. Et donc, YouTube, c'est un truc qui m'anime. Je regarde énormément et j'aime faire ça. Faut savoir que j'ai déjà lancé des chaînes avant, mais qui sont totalement inconnues. Et donc, je suis arrivé à combiner les choses que je savais faire, donc avec l'entrepreneuriat, etc., et ma passion pour l'automobile. C'est comme ça que je suis arrivé là-dedans. Je fais un peu un raccourci, mais je me suis aussi inspiré de ce que j'ai vu sur les réseaux, etc., notamment des Américains. Et puis voilà, petit à petit, avec mon expérience dans l'entrepreneuriat, j'ai appris aussi que il fallait tenter pour pouvoir construire des choses. Et donc, à partir du moment où tu mets le premier pas dans un truc, moi, je me laisse aller en fonction des indicateurs. Et le plus important, c'est d'avoir mon objectif. Une fois que je connais mon objectif, peu importe ce que je fais, tant que ça reste dans l'atteinte de mon objectif, j'y vais, quoi. Même si c'était pas mon plan initial. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais des vidéos sur Internet et je tente des trucs, je vais sur les rassos. Voilà, je crois que je suis un petit peu tout résumé. Et ton objectif, du coup, c'est quoi, là, en ce moment? Écoute... Ton objectif à court terme et ton objectif dans la vie en général? Ok, alors, mon objectif à court terme, j'en ai pas. Pourquoi ? Parce qu'à la base, j'avais prévu de me lancer sur les réseaux pour vendre des formations. J'en ai vendu d'ailleurs, j'ai fait du coaching et tout. Mais en fait, j'ai découvert l'envers du décor et ça m'a pas plu. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de menteurs. J'ai découvert que ça avait peu de valeur ajoutée. Les formations, j'en ai acheté, les formations en ligne, ça n'a pas de valeur ajoutée. Et moi, ça me saoule de faire un truc et pour que les gens derrière, ils n'aient pas de résultat. Et il faut savoir qu'il y a un truc qui est hyper vicieux dans les formations, parce que tu vas te dire, tiens, je vais te donner un chiffre. J'ai fait une formation, il y avait plein de gens, on avait tous payé 3000 balles, et il n'y a personne qui a eu de résultat. Tu vois ? Et tu sais pourquoi personne n'en parle ? Parce que le truc est tellement bien fait que si tu échoues, t'as l'impression que c'est toi qui... Du coup, tu vas pas aller dire que t'as pas réussi. Parce que la personne, elle dit, mais moi j'ai réussi. Et puis, ils vont toujours avoir ce discours de te dire si t'as pas réussi, c'est pas magique, donc il faut se donner les efforts. Et seuls ceux qui vont vraiment aller jusqu'au bout vont réussir. Et toi, quand tu vas pas réussir, tu vas dire j'ai abandonné, donc je fais partie des nuls, tu vois. Et donc, personne n'ose dire les formations c'est de la merde et que. Moi, je disais, ce serait bien qu'à un moment, on oblige les gens à afficher leur taux de réussite. Et là, il y a tout le monde qui serait choqué. Tu dirais, mais genre le taux de réussite il est de 0,0001%, mais jamais je mets 3000 balles là-dedans. Grave. Et c'est pas... tu sais que moi, on m'a souvent demandé pourquoi je faisais pas des formations. Parce que souvent, on me demande comment tu fais ça et tout. Et un jour, plusieurs fois, on m'a dit pourquoi tu fais pas des formations? Moi, tu fais une formation, je la suis et tout. Et un jour, pendant des années, je me suis dit, j'ai pas envie de faire de formation parce que j'avais pas envie de faire comme ce que tu dis là, en fait, de faire des trucs juste pour prendre de l'argent et que ça leur apporte rien et que derrière, ils réussissent pas à en faire leur métier. Du coup, j'ai pas voulu faire de formation. Et là, depuis quelques années, tous les ans presque, je fais des formations. Mais j'ai lancé un concept, entre guillemets, je sais pas si ça existe déjà ou pas, mais le truc que j'ai lancé, c'est qu'en fait, les gens, ils font une formation, mais c'est uniquement présentiel ici, donc avec moi. Au moins, ils peuvent me poser toutes les questions qu'ils veulent. Je suis pas chiant, parce que la formation, normalement, elle dure une semaine. Si jamais ça doit durer 15 jours, ça durera 15 jours. S'ils ont envie de me revoir, ils me revoient. Ceux qui ont fait les formations, encore maintenant, des fois, je vais chez eux pour les dépater dans un problème. Ils sont emmerdés, je vais les aider, tu vois.
ça reste convivial, tu vois, on n'est pas beaucoup. Et en fait, le truc de ma formation, c'était que ils viennent, ils payent leur formation, un certain prix. À la fin de cette formation, moi, je m'engageais à leur rembourser cette somme en contrat de travail avec moi, tu vois, donc directement, après, ils pouvaient travailler avec moi sur des contrats de mariage ou d'autres projets. Donc comme ça, eux, ils récupèrent leur argent, ça leur a rien coûté au final, ils ont travaillé un petit peu, mais ça a fait partie de la formation quelque part, tu vois, ils continuent de se former en même temps, ils récupèrent leur argent, et si ça se passe bien entre nous, ben on continue de travailler ensemble, ou alors ils font leur côté. Mais au moins, ils peuvent déjà commencer à gagner de l'argent grâce à moi, et puis se lancer en même temps à côté de leur côté, tu vois. Mais clairement. Et tu vois, la différence entre une formation comme la tienne et les formations dont je parle, c'est que une formation comme la tienne, c'est une formation technique, en fait, tu apprends une compétence. Tu dis pas aux gens... venez gagner de l'argent grâce à ma formation. C'est pas... De toute façon, une formation, c'est pour pouvoir bosser et derrière, tu vas gagner de l'argent. Mais à partir du moment où la promesse, c'est de gagner de l'argent, déjà, t'es mal parti, quoi. Donc, je préfère, moi, aujourd'hui, si je devais investir dans une formation, je préfère investir dans une formation concrète. Comment faire du montage vidéo, ou peut-être quelqu'un qui se spécialise dans les clips, par exemple, tu vois, comment faire un clip, etc. En te disant, bah, je vais apprendre cette compétence-là, et puis après, je vais la développer, et moi, je vais me débrouiller pour faire de l'argent. Parce que sinon, l'argent, aujourd'hui, il n'y a pas qu'un seul moyen de le faire. Il faut juste, on va dire, créer une boîte, apporter de la valeur aux gens dans leur vie, pour qu'ils soient prêts à te donner de l'argent, trouver un marché, et puis c'est parti, quoi, tu vois. Alors, je dis ça comme si c'était facile, mais... c'est plus compliqué en que tout ça, cas, mais c'est comme ça qu'il faut se lancer, quoi. Ben c'est ça. Tous ceux qui ont gagné ou même pas gagné, ils ont commencé de la même façon. Donc, si c'était le conseil à donner, c'est ce que je dirais. Il faut juste faire le premier pas et jamais s'arrêter de marcher. Ouais, c'est ça, en fait. Il faut continuer, il faut être persévérant, en fait. C'est ça. Et un jour ou l'autre, si t'abandonnes pas et si t'es passionné, c'est sûr que ça finit par payer, en fait. Ouais. Mais il faut pas abandonner. En fait, il y en a plein qui abandonnent trop vite. Ils commencent et puis au bout de 3 mois, ils ont pas de sous, ils arrêtent. Ouais. Alors que moi, ça a mis peut-être 2 ans vraiment avant de vraiment marcher, tu vois. Donc moi, à chaque fois, je dis ça marchait vite. Parce qu'en fait, je me dis 2 ans, finalement, c'est vite pour maintenant, je m'en sorte aussi bien, ça vaut le coup, ça valait le coup, en fait. Je me dis, ça valait le coup, toi, je vais pas me plaindre. Alors qu'il y en a, au bout de 6 mois, ils auraient déjà abandonné. Ah non, j'ai pas de revenus, j'arrête. Clairement. Maintenant, aujourd'hui, j'ai la chance de... Tu vois, quand j'étais petit, on mangeait à 4 dans l'américain. Aujourd'hui, je veux un truc, je me l'achète, tu vois. Avant, j'économisais pour m'acheter une paire de baskets. Maintenant, j'économise pour m'acheter une Ferrari demain, tu vois. Et puis j'ai la chance de pouvoir m'acheter ce que je veux. Demain, j'ai envie de partir en vacances. Bah, sur un coup de tête, on y va, tu vois. Ouais. Alors qu'avant, avec mes parents, je partais pas en vacances, tu vois. Je faisais rien. Ok. Génial. Ma première voiture, du coup, pour te raconter l'histoire. Ouais, dis-moi. Je l'ai payé 150 €, ma première voiture. Ah ouais, c'était quoi? C'était une Ford Fiesta Melody. Ok. Ford Fiesta Melody, quand t'arrivais à 99 000 km, elle revenait à 0, tu vois. Tu pouvais pas passer les 100 000. Ouais. Donc en fait, tu savais pas combien de tours elle avait fait déjà. Ouais. Quand je l'ai revendue, genre elle avait 20 000. J'ai dit au gars, t'inquiète, elle a pas beaucoup roulé. Je l'avais payé 150, je l'ai revendue 800 balles, tu vois. Ouais. Ah ouais, ok. J'étais dans le sud avec, j'ai changé 3 fois l'embrayage cette voiture. T'as bien vécu. J'ai bien roulé. T'as pu faire un tour complet ou pas? Ouais, bah j'ai fait. Quand je l'ai eu, moi, elle était déjà vers les 80 000 ou quoi, donc le tour il est arrivé vite, tu vois. Ok, trop bien. J'avais prévu de pouvoir terminer sur un petit jeu. Vas-y. Je vais te poser quelques questions. Là, en hobby, c'est quoi ton hobby préféré? Est-ce que les voitures, ça en fait toujours partie ou pas? Ouais, après, voiture, moto, tout ce qui est un moteur, c'est vrai que j'adore ça. Ouais. Mais je prends moins de plaisir qu'avant, ou pour prendre du plaisir, il faut vraiment que je fasse le foufou, tu vois. Ok, bah tu sais quoi, je sais ce qu'on va faire. Tu m'avais dit que l'une de tes premières motos, là, c'était une R1. Ouais. Donc, plutôt R1 ou S1000RR? Bah maintenant, je dirais S1000RR, mais avant, j'aurais dit R1, tu vois. Ok. En plus, j'aime pas les feux des R1 maintenant, tu vois, les feux avant. Ah, ok. Les nouveaux modèles, j'aime pas trop, tu vois. Ouais, je préfère une Panigale, tu vois. Moi, c'est ça que j'aimerais bien, tu vois. En sportif moto, tu vois, c'est ça qui me ferait kiffer. Ok. Et donc, Panigale ou Ferrari 458? Ouais, 458 quand même. les deux. Ok. Il faut une voiture et une moto de toute façon. Ok. Ferrari 458 ou Lamborghini Huracan? Moi, je pense que j'aurai la 458 d'abord et j'aurai le Huracan après. Le Huracan Evo après. Ok. Et si on reste chez Lamborghini, Huracan ou Urus? Ouais, Huracan, c'est bien.
Ouais, ok, Ouais. plutôt... Bah après, Urus, c'est bien. En fait, pour avoir une Lamborghini, autant en avoir une vraiment sportive, tu vois. Un Ouais. truc que tu sors que le week-end ou le dimanche, un truc qui te fait vraiment kiffer grave. Et en voiture tous les jours, je m'en fous d'un Urus, tu sais, Macan S, ça suffit, quoi. Ouais, d'accord. Ok, ok. Après, pour tout te dire, même, j'ai une Suzuki Alto aussi. Suzuki Alto, ok, ouais. d'accord. Suzuki Alto. Et je la kiffe, ma Suzuki Alto. Souvent, les gens disent, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? T'as des Porsche, t'as tout, et tu roules en Suzuki Alto. Ouais, ouais. Et ben, je la kiffe, ma petite Suzuki Alto, parce qu'en fait, déjà, ça me rappelle d'où je viens, parce que quand je l'ai eu, j'étais en pleine galère, machin et tout. J'ai fait une super affaire à l'époque, parce que je l'avais payé que 2-3 000 balles, elle avait 20 000 km, tu vois, le truc qui était encore coté 7 000 euros. Ouais. J'ai jamais eu un souci, là, j'ai mis plus de 100 000 km dans la gueule à la voiture, j'ai jamais eu un problème à part changer des plaquettes de frein ou faire des vidanges, jamais rien eu. Et puis des fois, tu sais, tu vas dans des endroits, t'as pas envie de te faire griffer la voiture, ou pour travailler, pour transporter du matériel ou quoi, bah je prends la petite Suzuki, tu vois, ça me suffit très bien. Ok. Bah, génial. Et bah, pour finir un peu sur ce podcast exceptionnel, est-ce que tu aurais j'allais dire un conseil à donner, mais tu vois, c'est plutôt un mot pour la fin, quelque chose que tu aurais envie de transmettre aux gens qui nous regardent aujourd'hui? Bah, croire en soi, tu vois, croire en soi, essayer, recommencer, s'entourer de bonnes personnes. Après, des fois, il faut même faire attention à la famille, aux amis, tu vois, parce qu'ils te donneront pas forcément les bons conseils. Mais voilà, si t'as un rêve, si tu veux faire quelque chose, bah fais-le. N'attends pas après les autres aussi, parce que moi, souvent, j'ai attendu aussi quand j'étais plus jeune après les autres, pour la boxe, pour faire des voyages, pour faire plein de choses. Tu sais, j'ai déjà voyagé tout seul, j'ai déjà fait plein de trucs tout seul, parce que en fait, là, maintenant, je me dis, on n'a qu'une vie. Donc la vie, elle est courte, demain, tu sais pas ce qui peut t'arriver, tu peux avoir un accident, tu peux mourir, il peut t'arriver n'importe quoi, tu peux perdre quelqu'un de très cher demain. Et au final, du coup, bah, il faut profiter de la vie. Donc si tu peux le faire, fais-le. Et si tu peux pas le faire, bah, donne-toi les moyens de le faire et fais-le après. Ok, Voilà. super. Eh ben, je te remercie. Je précise quand même que sur ce podcast, je le mets le premier sur ma chaîne principale. Mais si vous voulez retrouver d'autres formats comme ça, je vais les poster sur ma chaîne secondaire que je vais vous afficher juste là. Donc n'hésitez pas. Je sais pas encore à quelle fréquence je vais le faire. Mais bon, si Greg il est chaud, on reviendra. Ouais, pas de souci, hein, on peut même faire partie 2, encore plein de choses à dire. Hein. Ok, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important les gars. C'est grâce à ça qu'on peut augmenter le niveau et aller vous chercher des trucs de plus en plus exclusifs. Aujourd'hui, là, on est en mode podcast. Franchement, j'aurais pas pensé qu'on aurait pu faire ça aujourd'hui sur une rencontre qui s'est faite dans la rue. Et donc moi, mon conseil, ce serait de vous dire de toujours oser. Et vous verrez, la vie vous offrira des choses que vous n'avez même pas encore imaginées. Exactement. Allez, salut tout le monde. Ciao, c'était Greg Z Production et Carl Have. Bra bra. Là, on va tourner un clip là pour finir. Ah, c'est ça.